Tout commence par une phrase devenue célèbre. Meursault apprend la mort de sa mère par un télégramme de l'asile où elle vivait depuis plusieurs années. Il lit simplement « Maman décédée ». Enterrement demain. Sentiment distingué. La nouvelle semble le laisser presque indifférent. Il demande 2 jours de congé à son patron pour assister aux funérailles et prend l'autobus pour se rendre à l'asile de Marengo, situé à plusieurs dizaines de kilomètres d'Alger. À son arrivée, le directeur de l'asile l'accueille avec une certaine courtoisie. Meursault découvre la petite chambre où repose le corps de sa mère, placé dans un cercueil fermé. Le concierge lui propose d'ouvrir le cercueil pour qu'il puisse voir une dernière fois le visage de la défunte, mais Meursault refuse. Il ne ressent pas le besoin de la voir. La nuit s'écoule dans la salle mortuaire, où plusieurs pensionnaires âgés viennent veiller le corps. Meursault reste assis, fume des cigarettes, boit du café avec le concierge et observe simplement les visages fatigués autour de lui. Le lendemain, sous un soleil écrasant, le cortège funèbre accompagne le cercueil jusqu'au cimetière. Meursault ressent surtout la fatigue, la chaleur et l'éblouissement de la lumière. Il marche derrière le corbillard, plus préoccupé par la chaleur accablante que par le chagrin. Une fois l'enterrement terminé, il reprend le bus pour Alger. Dès le lendemain, sa vie reprend presque normalement. À la plage, il croise par hasard Marie Cardona, une ancienne collègue de bureau. Ils nagent ensemble, rient, passent la soirée au cinéma voir une comédie, puis la nuit ensemble chez lui. Leur relation devient rapidement intime et légère. Marie semble heureuse et insouciante, tandis que Meursault se laisse simplement porter par les événements sans vraiment réfléchir à ses sentiments. Dans l'immeuble où il habite, Meursault côtoie plusieurs voisins. L'un d'eux s'appelle Raymond Sintès, un homme à la réputation douteuse, souvent mêlé à des histoires de violence et de jalousie. Raymond raconte à Meursault qu'il soupçonne sa maîtresse de l'avoir trompé. Il demande à Meursault de l'aider à écrire une lettre destinée à la faire revenir, afin de pouvoir ensuite la punir pour sa trahison. Meursault accepte sans hésiter, sans juger la situation. Le plan fonctionne. La femme revient chez Raymond et une dispute éclate. Raymond la frappe violemment, ce qui attire la police. Meursault témoigne en faveur de son voisin, affirmant que la femme l'avait trompé. À partir de ce moment, une forme d'amitié étrange s'installe entre les deux hommes. Un dimanche, Raymond invite Meursault et Marie à passer la journée dans une maison au bord de la mer appartenant à un ami nommé Masson. La journée commence dans une atmosphère agréable. Ils se baignent, mangent ensemble et profitent du soleil. Mais la situation se tend lorsque Raymond croise 2 hommes arabes sur la plage. L'un d'eux est le frère de sa maîtresse. Une bagarre éclate. Raymond est blessé au bras par un couteau, et les 2 arabes finissent par s'éloigner. Plus tard, après le déjeuner, Meursault décide de marcher seul sur la plage. Le soleil est brûlant, la chaleur presque insupportable. L'air semble vibrer au-dessus du sable. En avançant près des rochers, il aperçoit l'un des Arabes rencontrés plus tôt. L'homme est allongé à l'ombre, tenant encore son couteau. Meursault s'arrête. Le soleil frappe son visage avec violence. La lumière se reflète sur la lame du couteau, créant un éclat aveuglant. La chaleur devient écrasante, presque douloureuse. Dans ce moment de tension étrange, Meursault serre dans sa main le revolver que Raymond lui a confié. Tout semble se confondre dans la chaleur et la lumière. L'éclat du soleil sur l'acier l'aveugle. Meursault appuie sur la détente. Un premier coup de feu retentit. L'Arabe s'effondre sur le sable. Puis, presque mécaniquement, Meursault tire encore 4 fois sur le corps déjà immobile. Ce geste brutal marque le basculement de son existence. Meursault est arrêté et placé en détention. L'instruction judiciaire commence. Le juge d'instruction s'efforce de comprendre les raisons du crime, mais Meursault reste simple dans ses réponses. Il affirme que c'est à cause du soleil.
Cette explication semble incompréhensible pour les autorités. Le juge tente aussi de sonder sa conscience morale. Il brandit un crucifix devant lui et lui demande s'il croit en Dieu. Meursault répond calmement qu'il ne croit pas. Cette réponse trouble profondément le juge, qui y voit une preuve supplémentaire de l'étrangeté de cet homme. Pendant sa détention, Meursault s'habitue peu à peu à la vie en prison. Les premiers temps sont difficiles, surtout à cause du manque de cigarettes et de la privation de liberté. Mais progressivement, il apprend à vivre dans sa cellule, à se souvenir de sa chambre, de ses promenades, à observer les mouvements de la lumière dans la cour. Marie lui rend visite une fois au parloir. Derrière la vitre et au milieu du bruit des conversations, elle lui dit qu'elle l'aime et qu'elle espère qu'ils pourront se marier lorsqu'il sera libéré. Meursault lui répond simplement que cela lui est égal, mais qu'ils pourront le faire si elle le souhaite. Le procès finit par commencer. La salle d'audience est pleine. Des journalistes, des curieux et des magistrats observent cet homme silencieux dont l'affaire intrigue. Très vite, le procès ne se concentre pas seulement sur le meurtre. Les témoins sont appelés, et les événements liés à l'enterrement de sa mère prennent une place inattendue dans les débats. Le directeur de l'asile témoigne que Meursault n'a pas voulu voir le corps de sa mère. Le concierge raconte qu'il a fumé et bu du café près du cercueil. D'autres rappellent qu'il est allé au cinéma le lendemain de l'enterrement. Ces détails, qui paraissent insignifiants pour Meursault, deviennent aux yeux du tribunal la preuve de son insensibilité. Le procureur insiste longuement sur ce point. Il décrit Meursault comme un homme sans cœur, incapable de ressentir l'amour ou le remords. Selon lui, quelqu'un qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère est capable de tuer sans regret. Meursault écoute ces accusations avec un certain détachement. Il a l'impression que l'on parle d'un autre homme. Lorsque Raymond et Marie témoignent, leurs paroles tentent d'expliquer le contexte de la journée à la plage, mais cela semble avoir peu d'effet. Le procureur transforme chaque élément en argument contre l'accusé. Finalement, après les plaidoiries, le verdict tombe. Meursault est condamné à mort par décapitation. De retour dans sa cellule, il attend l'exécution. Le temps devient étrange, suspendu. Il pense parfois à la possibilité d'un recours ou d'une grâce, mais l'idée lui semble lointaine. Un jour, l'aumônier de la prison vient lui rendre visite. L'homme tente de lui parler de Dieu, de repentance et d'espérance. Mais Meursault refuse d'écouter. Il affirme qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il ne ressent aucun besoin de se repentir. La conversation s'envenime peu à peu. L'aumônier insiste sur la foi et sur l'idée que la vie a un sens plus profond. Meursault, pour la première fois depuis longtemps, se met en colère. Il rejette toutes ces idées et affirme que rien n'a vraiment d'importance, que la mort est inévitable pour tous les hommes. Dans cette explosion de colère, quelque chose se libère en lui. Il ressent soudain une étrange paix. Il comprend que la vie est absurde et que chacun est condamné à mourir un jour. Cette certitude lui apporte une forme de liberté. La nuit précédant son exécution approche. Meursault pense au monde extérieur, au ciel, aux étoiles, à l'indifférence tranquille de l'univers. Il se sent enfin en harmonie avec cette indifférence. Dans ses dernières pensées, il imagine la foule venue assister à son exécution et espère qu'elle l'accueillera avec des cris de haine. Car au fond, il comprend maintenant que cette hostilité fait aussi partie de la vérité humaine. Ainsi se termine l'histoire de Meursault, un homme étranger aux conventions sociales, qui aura traversé son existence avec une simplicité brutale, refusant les mensonges et les illusions. Et si cette histoire vous intrigue, si vous souhaitez découvrir toute la profondeur de cette œuvre d'Albert Camus et ressentir la force de son écriture originale, alors je vous invite à découvrir le livre complet. Si vous souhaitez découvrir cette œuvre dans son intégralité, en version audio, papier ou e-book, vous trouverez toutes les informations sur le site Plume Courte.